Salut à tous, ce soir, cette nuit, aujourd'hui, on se retrouve pour mon avis, mes impressions sur Fallout. Je vais vous faire une petite présentation des règles du tour de jeu sans rentrer trop dans le détail, enfin je crois, et vous donner mes impressions après une première partie que j'ai fait en solo de ce jeu, bien sympathique, hein, on peut le dire, autour du thème de Fallout, donc monde post-apocalyptique. Pip-Boy, pas mal de choses qui viennent donc du jeu vidéo Fallout, saison 3 et 4 du coup, puisqu'on parle de Saints, trucs comme ça. Alors je suis pas expert sur le monde de Fallout, hein. Loin de là, ça je vais peut-être retirer le portable qui ne sert à rien. Alors, mes petites impressions, je viens de terminer la partie et de gagner la partie. Alors donc c'est normal, la partie s'arrête quand on arrive à un certain nombre de points d'influence. C'est le cas donc en solo, mais également en multijoueur. Donc c'est ce qui met fin à la partie. Et voilà. La partie s'arrête dès qu'un des joueurs, ou dès que moi, quand je joue en solo, j'atteins un certain nombre de points d'influence. Mais avant ça, comment ça se passe ? Vous voyez, on joue sur un ensemble de tuiles qui vont dépendre. Donc des tuiles qui représentent différentes zones, avec parfois des villes, des campements, des zones qui peuvent être difficiles d'accès quand elles sont en rouge, des zones qui sont irradiées, qui vont nous faire monter notre niveau de radiation. Et au début du jeu, on a un setup, on a 4 scénarios dans la boîte de Fallout, qui nous indiquent le setup, la configuration du jeu, avec les tuiles, elles sont recto verso avec la moitié en rouge, la moitié en vert, des tuiles fixes, et les tuiles se placent comme ça. Avec certaines qui sont fixes pour les villes, ça, ce sont des tuiles qui sont recto verso. Donc voilà, le placement de départ c'est comme ça. On démarre, dans ce scénario-là, on démarrait dans la zone qui était en haut. Donc là, j'avais pris ce Westlander, je sais plus comment ça s'appelait d'ailleurs. Les figurines sont super sympas, il y a 4-5 figurines, elles sont vraiment très sympas. Donc on partait d'une zone en haut. Les zones, vous voyez, c'est à chaque fois ce qui est délimité par des traits blancs ou rouges quand c'est le cas. Et j'avais tout à explorer, sauf les points qui étaient déjà fixes. Et donc, les premières impressions, le tour de jeu est relativement simple. On a 2 actions. Les 2 actions, je vais prendre la petite règle qui va vous rappeler les actions. Les 2 actions qui sont, voilà, on peut répéter les actions, bien sûr, il y a le déplacement, l'exploration, le combat, la rencontre avec une zone, une rencontre de quête, donc en fait c'est réaliser une quête, et le campement. Donc le déplacement c'est simple, ça nous donne 2 points de mouvement, on peut se déplacer de 2 zones, et donc 2 zones normales, donc c'est ce qui est avec les lignes blanches, ou vers une zone qui est difficile, les lignes qui sont en rouge, on en a ici par exemple. Donc c'est par exemple pour entrer dans cette zone-là, c'est une zone qui est entourée en rouge, et celle-là aussi, à chaque fois ça coûte 2 points de mouvement, donc ça fait une action complète de dépenser pour rentrer dans cette zone-là. Les zones de radiation, on peut y rentrer normalement, c'est seulement qu'on va avoir des points de radiation qui viennent en plus. Les points de radiation sont ici, on a un petit tableau de bord pour le personnage, avec ici les différents états qu'on peut avoir. Ici je suis en très reposé par exemple, et les jetons sont recto verso, avec différents statuts. Je ne rentre pas dans tous les détails, comment on les obtient, comment ça marche, hein, mais... Donc on a ici un petit jeton vert qui partira du début, qui va nous indiquer notre niveau de radiation. Un petit jeton rouge qui va partir de la fin, qui indique en fait nos points de vie. Et évidemment, ce qu'il y a, c'est que quand on va perdre des points de vie, on diminue ce truc-là. Quand on monte les radiations, on augmente celui-là. Ce qui fait que finalement, notre total de points de vie est réduit au fur et à mesure qu'on prend des radiations. Par exemple, ici, si jamais mon curseur de vie arrive au même niveau que celui de rad, je meurs. Alors je meurs presque pas complètement, en fait je perds mes cartes inventaire et je repars sur la zone de départ. Par contre, si jamais mon niveau de radiation était arrivé en dernière position, je serais éliminé de la partie. Bon, il faut y aller fort quand même, il faut vraiment zoner dans les zones de radiation pour le faire, mais voilà, ça pourrait arriver.
Les petites lettres qu'il y a au-dessus, en fait, ce sont les caractéristiques, des sortes de compétences qui vont me permettre finalement qui vont me permettre de relancer les dés quand on va faire des tests de compétences ou des combats. Donc en fonction de ce qu'on va utiliser comme matériel ou en fonction des tests à faire, je vais être autorisé à faire une relance de tout ou partie de mes dés parce que j'ai la lettre qui correspond, une fois. Donc si j'ai un test, par exemple, on va dire un test, est-ce que j'en vois ici sur une carte évidemment, j'ai 3 cartes de quête où il n'y a pas de test. Bon, voilà, on vous dit qu'il y a un test, par exemple, voilà, ici, ici. Voilà, parfois, vous avez des tests qui sont faits ici, avec marqué PL4. Donc, on s'attend à ce que vous ayez 4 succès. Et PL, ça veut dire que vous avez le droit de faire des relances de dés si vous avez la lettre P et la lettre L. Donc ça, je suis arrivé à ce niveau-là en fin de partie. Alors comment on obtient ça? Au début, on en a un, qu'on a avec son personnage. Et en fait, c'est grâce à l'expérience. À chaque fois qu'on va gagner des points d'expérience, on va pouvoir faire avancer le curseur. Donc l'avancée est un peu spécifique. À chaque fois, on avance vers la première lettre de disponible. Donc si par exemple, vous étiez comme ça, si j'augmente de 2 niveaux, et que mon curseur est ici, au tout début, ben je vais faire 1, puis 2. Donc ça veut dire que pour récupérer un nouveau marqueur, je vais devoir passer encore 2 autres niveaux. Un pour aller sur la lettre L, et un qui va me faire dépasser le maximum, qui veut dire que mon curseur va revenir ici, et je vais pouvoir piocher dans ma réserve ici 2 jetons, et j'en choisis un. Si jamais quand je choisis mes jetons, je ne prends pas une lettre il n'y a pas de lettre qui m'intéresse, où j'ai envie d'avoir un perk spécial, une aptitude spéciale, je peux en prendre une que j'ai déjà. Je prends une lettre que j'ai déjà, je pourrais par exemple prendre le E si c'est le cas, si je le pioche. Et à ce moment-là, je pourrais aller choisir dans ce petit tas-là une compétence spéciale qui va correspondre à la lettre en question. Donc ça, c'est des one-shot, c'est-à-dire qu'on peut les utiliser une fois et on les défausse. Et bon, ça remplace une sorte de montée de niveau, mais ça peut donner des gros avantages en cours de partie. Donc j'en reviens à mon tour de jeu, parce que je m'éparpille. Le move, donc une action de mouvement de déplacement, c'est de 2 zones. Donc ça peut être soit que je peux me déplacer de 2 zones, soit monter une zone difficile. L'exploration, il faut être sur un bord. Par exemple, si je suis sur ce bord-là, ici. Ou si je suis sur ce bord-là, celui-là, celui-là ou celui-là. Il faut que je sois dans une de ces zones qui touche en fait une tuile non explorée. Je fais une action d'exploration, c'est que je retourne la tuile. Je retourne la tuile et quand je la place, je mets la flèche dans le même sens que toutes les autres, orientée de la même façon. Et je place ma tuile. S'il y a des emplacements, des jetons avec un indicateur de monstres ou de rencontres, on va dire des rencontres, c'est pas tous des monstres quand même s'ils sont pas jolis, je place à ce moment-là, face visible, on va dire que c'est des marqueurs ennemis. Je place donc, j'ai des petits tas d'ennemis ici, donc face cachée, et en fait je dois en prendre un au hasard dans le tas. Alors je dis au hasard parce que normalement quand on élimine un ennemi, on le remet dans sa réserve, et on pioche de la réserve. Donc le mieux, c'est ce que j'ai fait, c'est que parfois on peut mettre ça dans un sac, on les mélange et on en prend un au hasard. Parce que quand ils arrivent, enfin pas tout le temps, mais quand ils arrivent, normalement ils arrivent face visible, dans le cadre de l'exploration. Les ennemis arriveront aussi face cachée, dans le cas où on élimine un ennemi. Quand on élimine un ennemi, par exemple, je sais pas si j'élimine celui-là, si je suis ici, que j'ai réussi à gagner mon combat, celui-là, donc, qui est de cette faction-là, les bandits, je crois, à ce moment-là, je vais faire respawner un ennemi dans la zone la plus proche qui correspond à cet ennemi. Parce que ici, vous voyez, je n'étais pas sur une zone où il était arrivé, donc la zone la plus proche, ce serait peut-être celle-là, et une zone proche qui est non occupée. Donc ce serait celle-là ici. Donc je devrais prendre un autre pion, mais cette fois-ci, je le prendrai face cachée, et je le ferai apparaître ici. Donc l'exploration, bah, vous voyez, je révèle une tuile. Donc je pourrais très bien faire 2 explorations si je suis à côté de 2 tuiles que je peux explorer. Comment je peux explorer 2 tuiles, par exemple, c'est si je suis ici, hop,
si mon bonhomme se trouve ici, il est bien adjacent à celle-là et à celle-là, donc je peux faire une action exploration ici, une action exploration ici. Ensuite, l'action de combat. Alors l'action de combat, c'est très simple. Finalement, je vous fais toutes les règles, elles sont relativement rapides. L'action de combat, je vais prendre peut-être un plus simple. Où les jetons ennemis sont sous cette forme-là. Donc ils appartiennent à une faction. La faction, elle est rappelée sur le jeton à cet endroit-là. Il y a le nom de l'ennemi. Il y a son niveau, qui est indiqué par la petite capsule ici. Et les endroits où il est vulnérable. Ici, vous avez des petites icônes d'habilité. Donc ici, il a un symbole de bouclier et un symbole d'agressivité. L'agressivité, ça veut dire que je n'ai pas besoin d'utiliser une action de combat pour le combattre. Il m'attaque directement dès que je rentre sur sa case. Donc seulement si je rentre sur sa case ou si lui se déplace sur ma case. Pas s'il spawn, s'il arrive, s'il débarque, s'il apparaît sur ma zone, il n'y a pas de combat. Par contre, si je me déplace ou si lui se déplace sur ma zone, à ce moment-là, il y a combat automatique et ça ne me coûte pas d'action. Parfois, c'est pratique. Donc le bouclier, c'est très simple, ça veut dire que j'ai besoin de lui faire... Donc pour battre cet ennemi, je dois faire un nombre de touches égal à son niveau. Donc là, ici, ce serait 2. Mais vu qu'il a un bouclier, ça veut dire qu'il faut que je fasse 3 touches. Ouais, c'est très, très, très simple. Comment est-ce que je le touche et comment lui me fait des dégâts? Parce que c'est pas gentil ces deux bêtes-là, hein, ça nous fait des dégâts aussi. Et ben c'est très simple. Et je trouve que la mécanique et le système est plutôt simple et plaisant et c'est un peu de risque. Donc c'est plus simple. De façon basique, on va lancer 3 dés. Donc je vais lancer 3 dés. Hop. Qu'est-ce qu'on voit sur les 3 dés? La première chose qu'on impacte, c'est les dégâts que lui nous fait. Les dégâts qu'il nous fait, ils sont symbolisés par les étoiles sur les dés qu'on a lancés. Donc là, ici, 1, 2, 3. Enfin, ça, c'est le nombre de touches. 3 touches, et les points de vie qu'on perd, c'est le nombre de touches fois son niveau. Donc il a un niveau 2, il fait 3 touches, ça nous fait 6 points de vie en moins. Et donc, évidemment, si ça avait été un niveau 3, 9 points de vie en moins. Donc là, on rigole beaucoup moins, quand on a 16 points de vie au départ, et qu'on a un niveau de radiation qui commence à être élevé. Évidemment, le but, c'était aussi qu'on le touche. Comment est-ce qu'on le touche? C'est simple, tout ce qui va lui toucher sa zone vulnérable, tous les dés qui vont montrer une zone vulnérable de l'ennemi vont compter comme une touche. Donc ici, j'ai par exemple, celle-là elle compte, celle-là elle compte, celle-là aussi. Donc j'aurai 3 touches. 3 touches, c'était suffisant pour la battre. Donc je tuais l'ennemi. Alors, c'est très simple, et c'est mitigé, donc le jet de dés, par les relances. Dans quel cas je peux relancer? C'est très simple. Si j'utilise des équipements, des armes, qui ont... Les armes, les équipements ont parfois des lettres comme ça, de caractéristiques du personnage, des lettres spéciales. Donc elles ont toute une signification. Le A, c'est pour... Le L, c'est luck, c'est la chance. Le A, c'est l'agilité. Et ainsi de suite. Donc elles ont... donc si j'ai un S présent sur l'arme que j'utilise, par exemple, ou sur une de mes armes, finalement, à ce moment-là, je peux faire une relance. Donc la relance, ça va me servir si j'ai pas obtenu assez de touches. Si par exemple, vu que mon ennemi était vulnérable au niveau du torse, si j'obtiens ça, ça et ça, là j'avais aucune touche. C'est-à-dire que lui me faisait 2 dégâts, enfin il me faisait 2 touches, donc ça faisait 4 dégâts, et moi je lui en faisais aucune. Donc là j'aurais pu dire, tiens, j'utilise la relance S, donc c'est une fois évidemment, pour relancer tout ou partie de mes dés. Dans ce cas-là, j'aurais tout relancé. Et parfois, donc, on va s'en servir aussi pour relancer, pour essayer de réduire le nombre de dégâts qu'on prend. Si on voit qu'on a suffisamment de touches, on peut essayer de lancer les derniers dés qui restent, qui ne servent pas pour toucher l'ennemi, pour essayer d'avoir un peu moins de dégâts dans la tête. Donc voilà comment se passe le combat, c'est super simple. Donc j'ai dit qu'il y avait la possibilité, entre la lettre de l'arme et les caractéristiques. Ici, quand j'ai le jeton aussi super bien reposé, je peux le défausser pour faire une relance, quelle que soit la lettre utilisée sur les armes. Et si jamais j'avais pas la compétence, je pourrais utiliser la compétence, ce qui est marqué sur la carte, qui est de l'utiliser, la carte, pour faire une relance.
Alors, à quel moment, maintenant que j'ai utilisé la carte, elle est comme ça, je peux pas réutiliser la compétence dessus, mais la lettre est toujours valable. Mais je peux plus utiliser l'action. À quel moment je pourrais récupérer la carte et l'avoir dans le bon sens? Au moment où je ferai l'action de campement. L'action de campement, c'est très simple. On récupère 3 points de vie. Toutes les cartes qui auraient été actionnées, on les remet. On appelle ça épuisé, hein, c'est épuisé, puis on les remet. Et on récupère le jeton très bien reposé. Et on peut même éventuellement faire des échanges quand on est en multijoueur avec les autres joueurs au niveau du matériel. Donc voilà l'action de campement qui nous permet, voilà l'action de combat, vous voyez que c'est très simple. Du coup, j'ai vu l'action de combat. L'action de rencontre. Alors, l'action de rencontre, c'est quoi? Donc c'est un peu le cœur du jeu, en plus du combat. C'est que vous avez certaines icônes ici, sur les tuiles, vous voyez ces icônes-là. Et vous avez aussi les villes qui sont représentées comme ça, avec un petit chiffre à côté qui est en fait le niveau. Mais comment ça se passe? Si je décide de faire une rencontre là, ça veut dire que je vais un peu me balader, poser des questions, regarder. Eh bien, je vais tirer dans toutes les cartes qui sont rassemblées ici, dans une des deux piles ici, en fonction du symbole. Et, par exemple, si je suis sur le campement, je vais avoir un petit texte d'introduction, et puis des choix d'actions à faire. L'action 1, l'action 2, et ensuite la résolution se passe en dessous. Donc ça, ce sont les trucs de marché, et ça, ce sont souvent des mini-quêtes ou des actions à faire. Sachant que ces decks-là, donc vous voyez, on a 2 choix, parfois il y en a 3. Parfois, ça va consister à faire un test derrière, à faire un combat, à faire des actions, à faire des choix, et un résultat derrière qui sera indiqué. Alors, c'est tout simple, c'est tout bête. C'est l'intérêt du jeu, c'est quoi? C'est que ces cartes-là, ces tas de cartes ici, ils sont relativement petits, ils ont des cartes génériques au tout départ, je sais pas combien, et au fur et à mesure du jeu, en fait, on va en ajouter d'autres. C'est-à-dire qu'ici, j'ai des cartes qui ne sont pas intégrées dans le jeu, qui ont des numéros, et qui seront intégrées dans les decks de cartes rencontres, au fur et à mesure de ce que j'ai fait comme choix. Donc en fonction des choix qu'on va faire, et dans les cartes, on a aussi un autre type de cartes, c'est les cartes missions, qu'on va avoir au début du jeu, qui vont permettre aussi d'avoir de l'expérience, de progresser dans le jeu, d'avoir de l'influence, différents bonus. Ouais, j'en avais 3 encore quand j'ai gagné la partie. Donc ce sont des cartes missions, elles aussi, elles seront mises en place au fur et à mesure de la partie. Et en fonction des choix qu'on va faire, vous allez voir, je vais vous faire voir une carte. Par exemple sur celle-là, on voit qu'à la fin, donc on va gagner, il y a un petit symbole qui dit que si on a résolu cette partie-là, on va gagner une carte d'influence, enfin une carte d'agenda, ce qui nous fera gagner de l'influence. On va récupérer la carte 139, et celle-là, on la supprime du jeu. On va aller chercher la carte 139 dans le paquet de cartes ici, on la rajoute, et ça nous fait une quête supplémentaire en plus. Parfois, ce sera des cartes qui iront dans ces decks-là. Donc voilà comment va évoluer la partie en fonction des choix qu'on va faire dans le jeu. Alors ça, c'est Enfin, moi, je trouve que ça m'a bien surpris. Il y a suffisamment de texte d'ambiance sans que ce soit trop de la parlotte. Donc même en anglais, j'ai pas trop de soucis. Et même si on était en multijoueur, ce serait facile à gérer. L'intérêt, c'est essayer de faire des choix aux gens, donc de ne pas indiquer ce qu'on peut gagner, ce qu'on peut perdre. Rester dans l'ambiance et dire, voilà, tu as le choix entre ça et ça, qu'est-ce que tu veux faire? Et ensuite, on voit comment ça se déroule. Donc ça, c'est une partie du jeu. Donc cette façon d'avoir des quêtes, de progresser dans le scénario. Alors je ne sais pas si on peut dire qu'on progresse dans le scénario. Il y a une installation du scénario au départ qui est pas très. D'ailleurs, il n'y a pas d'installation, il n'y a pas d'explication du scénario. On a une présentation ici, on nous dit, on a un petit setup du scénario ici. J'ai pas regardé les autres scénarios en même temps. Je regarde si les autres ils ressemblent à ça, mais j'ai l'impression que c'est un peu pareil. Donc en fait, on a 2 factions qui semble-t-il sont rivales, et on aura des marqueurs qui vont indiquer chaque faction. Vous voyez, alors ça va être des ennemis différents. Hein. Ici on a ça et ça, ici c'est le Railroad et The Institute. Ça parle sûrement à ceux qui connaissent Fallout mieux que moi. Et on a le petit symbole ici,
qui indique par quoi ils sont représentés ici, sur les jetons d'influence, parce qu'ici on a une sorte d'échelle d'influence, et par quoi ils sont représentés sur le plateau. Vous voyez ici, j'ai des petits marqueurs génériques, bouclier, et puis j'en ai un étoile que j'ai éliminé tout à l'heure. Donc ça sera représenté sur le plateau. Si jamais je vois un jeton comme ça sur le plateau, c'est un ennemi aussi, de la même façon que cela, mais sa description est faite sur la carte scénario. Alors le double avantage de ça, c'est que ça permet de varier les plaisirs au niveau scénario, ou du moins au niveau ennemi du scénario. Et c'est que ces jetons-là, en fonction de l'influence qu'ils vont avoir, donc en fonction de l'avancée qu'ils auront, et ben, ils vont avoir des valeurs différentes qui sont inscrites en tout petit ici. Donc pour l'étoile, c'était le niveau du jeton, hein, ça indiquait cette partie-là qui était variable. Pour le bouclier, c'est cette partie-là qui était variable. Et en fait, c'était l'arme. Il pouvait avoir un pistolet et à la fin un bouclier. Donc voilà, ça va faire varier. Ce sera l'ennemi, ce sera un peu le fil conducteur de la partie au niveau influence. C'est-à-dire que les cartes scénario qui seront rattachées à ça vont souvent faire l'influence sur ces tokens-là, sans que les cartes fassent référence à ces deux ennemis précisément, mais seulement par rapport aux jetons génériques. Donc c'est ce qui va donner une ambiance finalement de scénario et de but global, de rencontres et donc de monde un peu vivant. C'est relativement quand même statique, mais en fait en fin de tour, une fois qu'on a fait nos deux actions, je ne sais pas s'il me reste des actions d'ailleurs à décrire, je me suis encore éloigné, il faut revoyer. Si, parce qu'après les rencontres, c'est sur les lieux qui sont comme ça, on pioche les cartes. Donc les rencontres, on a deux types de rencontres en fonction du dessin. Les rencontres de type quête, ce sont les cartes de quête qu'on a en jeu en permanence, qui nous disent parfois il faut être à un endroit, il faut faire une action. Donc en fonction de ça, on peut dire je dépense une action si c'est nécessaire de quête. Et ensuite le campement, on l'a vu quand j'ai parlé du combat. Donc on a vu toutes les actions. Et du coup, oui, donc à chaque fois qu'on a terminé notre tour de jeu, donc les deux actions qu'on doit faire, qu'on peut faire, on va avoir un petit deck de cartes agenda qui vont dépendre. Le nombre de cartes qui est ici va dépendre du nombre de joueurs. Ici, c'est que pour les cartes, pour une partie en solo. Et donc, à chaque fois qu'on a terminé de jouer, alors soit l'ensemble des joueurs, soit un personnage, c'est en fait à la fin de tour de tous les joueurs, on retourne une carte. La première partie, on s'en occupe pas. Celle-là, elle sert seulement quand les joueurs gagnent ce genre de cartes. Ce qui va leur faire gagner de l'influence. Donc c'est le but dans le jeu quand même, c'est de gagner ces cartes-là. On peut en avoir 4 maximum, sinon il faut en défausser. Et c'est ce qui va générer les points d'influence et donc les points de victoire quelque part pour la fin de scénario. Mais en fin de tour, on s'en occupe pas. On regarde le bas de la carte. Et ici, on va avoir les symboles des différents ennemis. Et ça veut dire que chaque ennemi, étoile, tous les ennemis étoiles sur le plateau vont avancer de 1 vers le survivant le plus proche. Une fois que cela, on aura fait cela, et ensuite, on active ceux qui sont face cachée. Pareil pour ce symbole-là. Donc parfois, il y a un seul symbole, parfois il y en a 3, parfois il y en a 2. Ici, il n'y en a qu'un seul. Donc ça, c'était les mutants qui avançaient. Donc c'est comme ça que les ennemis vont se déplacer sur le plateau, ils ne vont pas rester statiques à l'endroit où ils sont apparus. Donc voilà, on a une sorte de système de jeu qui permet de se dire, on vit quand même des petits scénarios, des petites aventures, des mini-quêtes. Il y a certaines cartes qui se suivent, c'est-à-dire qu'en fait, je vais résoudre une carte, une des deux solutions qui va sortir à la fin va me faire piocher ou va me faire remettre en jeu des cartes qui sont en lien avec celle-ci. Et en fait, je vais pouvoir réussir sur 2-3 cartes à avoir une sorte de suivi d'une mini-quête, comme si c'était une mini-quête secondaire. Donc ça, c'est très bien, parce que ça donne vraiment l'impression, en tout cas en solo, de vivre un petit peu une aventure personnelle. Même si j'imagine que si jamais je refais le même scénario, et que je fais les mêmes choix, et que j'ai les mêmes résultats, donc succès ou pas sur certaines quêtes, j'aurai forcément la même histoire. Donc au niveau rejouabilité, il y a beaucoup de cartes, il y a comme un bon paquet de cartes. C'est pas rien. Je trouve que c'est quand même pas mal. À voir comment ça tourne. Enfin, de toute façon, je vais sûrement refaire une partie avec le même scénario pour voir si ça change.
Donc une bonne rejouabilité, mais voilà, ça dépendra des choix et des choix qu'on aura à faire. Alors l'intérêt que les tuiles soient mises de façon aléatoire au départ va faire changer peut-être les choix des joueurs sur ce qu'ils vont faire, parce que parfois on sera plus à même d'aller chercher, d'aller résoudre une quête d'une certaine façon parce qu'on est plus proche, parce qu'il y a moins de monstres. Ça va changer la façon dont on va faire les quêtes, et c'est ce qui va permettre de ne pas forcément devoir faire les mêmes choix sur les cartes rencontres ou sur les cartes quêtes, comme celle-ci par exemple. Donc vous voyez, sur une carte mission, une carte quête, on a un texte, parfois il y a des mises en place aussi à faire, et ensuite on me dit, bah voilà, ici sur celle-là, on devait tuer un chasseur de primes, ou sinon on devait explorer une tuile. Bon, celle-là, elle était facile à faire, j'arrivais tard, j'ai même pas eu le temps de la résoudre. Et en fonction de ce qu'on faisait, eh ben, on rajoutait une carte dans le... Donc peut-être qu'en tuant le chasseur de primes, ça déclenchait une mini-quête qui arrivait, on ne savait pas ce qui nous tombait dessus. Est-ce qu'en explorant une tuile, ça allait faire quelque chose aussi? Je ne sais pas. Donc ça, il reste un mystère, il reste quand même pas mal de cartes à étudier, et le fait de jouer en solo fait qu'on ne va pas trop vider le deck de rencontre. Peut-être qu'en multijoueur, ça va plus vite, et du coup, on découvre plus de cartes plus rapidement en faisant une ou deux parties. À voir, il faudra que je teste cette configuration-là. Ah oui, au niveau des cartes, donc on a vu les cartes de rencontre, on a les cartes perk qu'on peut avoir, donc c'est des avantages en cas de changement de niveau, si on ne pioche pas de lettres qui nous conviennent. Ceux-là sont la même chose, mais en perk unique, et j'ai pas eu l'occasion d'utiliser, donc je ne vais pas en parler. Ça, c'est le loot. Donc quand certains ennemis vont avoir un icône, voilà, celui-là, c'est un ennemi qui a un icône. Si jamais je le tue, j'ai un loot, donc je tire une carte loot, une carte pillage, et donc je vais récupérer un objet intéressant ou pas. Et ici, le deuxième icône de celui-là, c'est que si jamais je n'arrive pas à le tuer, il recule d'une case. Il recule d'une zone. Donc les cartes loot, ici les cartes cap, c'est ce qu'on peut avoir en boutique, c'est ce qui va créer la boutique ici. On aura toujours 4 cartes, et dès qu'on va sur une zone de ce type-là, qui sont les malls en fait, les magasins, hop, de ce type-là, on peut aller faire des achats. Donc on tire une autre carte rencontre, et cartes rencontre sur les achats ont toujours la possibilité d'aller faire des achats. Donc dans les magasins, on a toujours 4 cartes. Quand on décide de faire l'action d'acheter ou vendre ou autre, quand on rentre dans le magasin, on prend une carte en plus, on la met ici, ça nous laisse plus de choix, et à la fin, il y a forcément, si elles ne sont pas prises, la dernière partira s'il y en a trop. S'il y en a 4, on laisse comme ça. Sachant que, en fonction du niveau du magasin, là ici il y a 3, on peut faire plus ou moins d'actions. Donc là, on peut faire 3 actions entre vente, achat, et il y a aussi ce qu'on appelle des compagnons, qu'on peut recruter. Je vais voir si j'en trouve un. Voilà, un compagnon ici. Donc le compagnon, on le paye pas, on l'achète pas comme un objet. Ce n'est pas un doudou. Et par contre, ce qu'il faut, c'est que pour pouvoir le recruter, il faut posséder cette compétence-là. Donc avoir le petit jeton spécial, le petit C ici, que moi je l'ai pas, ou j'ai retiré, je sais plus. Non, je l'ai pas eu celui-là. Donc voilà, si j'ai pas ce petit C, et si j'ai pas une autre carte qui me permet de recruter le paladin, je ne pourrais pas recruter ce compagnon-là. Au niveau de l'équipement, comme on a vu tout à l'heure, on a le droit à un emplacement équipé pour une armure, enfin une veste, pour une main, pour une arme, pour un compagnon. Donc forcément, et après on a le droit à 3 emplacements pour l'inventaire ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ici, j'avais une carte que j'ai trouvée, du coup je ne l'ai pas retournée du tout. C'est les cartes abris. Il y a 2 abris, il y a l'abri 84 et l'abri 109 dans le jeu. Et en fait, au fur et à mesure qu'on évolue, on va pouvoir récupérer des cartes comme ça. Ce qui fait que dès qu'on découvrira l'abri sur une des tuiles du jeu, on pourra aller faire des rencontres sur cet abri. Tant que je n'ai pas découvert l'abri, je ne peux pas faire de rencontre dessus. Et je ne me suis pas encore posé la question, c'est si je découvre l'abri... Ah, mais il était là, le 84, je l'ai même pas vu. Voilà, j'ai terminé une partie, je n'ai pas vu que j'avais découvert en explorant que l'abri 84 était ici. J'ai pas fait du tout attention. Parce que j'avais découvert le 109, qui était dans une de ces cases-là, je crois dans celle-là d'ailleurs, juste à côté. Les 2 abris étaient l'un à côté de l'autre. Voilà, donc une fois que j'aurai découvert ces abris, je peux utiliser les cartes
de rencontre de ces abris. Alors je ne sais pas si c'est les cartes que j'ai pu révéler avant, parce que en fait en discutant, en résolvant une quête, j'ai réussi à découvrir une carte de l'abri, alors que je n'avais pas encore trouvé l'abri sur le terrain. Mais voilà, c'est les petits points de règle que j'ai à vérifier. Grosso modo, les règles elles sont super simples, tout est expliqué, et j'ai pas eu de difficulté. Il y a façon FFG maintenant, il y a une partie apprendre le jeu, une partie avec chaque terme qui existe et puis l'explication en détail. En utilisant les deux livrets, j'ai pas eu de soucis, ça m'a pas paru fastidieux, j'ai pas eu de points où je me suis trouvé sans explication. Ça a été plutôt fluide au niveau expérience pour une première partie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme carte? Là, il y a des jetons pour les quêtes, j'ai pas eu à les utiliser pour l'instant. Ça, c'est l'argent du jeu, donc on a les pions de 5, les capsules bleues, les capsules rouges pour les valeurs 1. Bon, je vous ai présenté à peu près tout le matos, les règles, les déplacements, les combats. Mon avis sur le jeu, j'ai vraiment bien aimé l'expérience. Alors, j'ai aimé le voyage, en fait, j'ai pas aimé l'arrivée. Pourquoi ? Et je pense que c'est le même souci en multijoueur. Alors, que ce soit en solo ou en multijoueur, il y a un souci de fin du jeu. On est dans un jeu d'exploration, de scénario, de mini-quête, de rencontre, d'histoire. On a un jeu qui raconte une histoire avec des personnages. On peut s'y attacher ou pas, on peut dire ah tiens, on pourrait être curieux de ce qui arrive au personnage. Et puis à un moment je me suis dit mais la fin du jeu c'est quoi? Et la fin du jeu voilà, j'avais 4 cartes influence, enfin 4 cartes agenda. J'ai fait le calcul pour savoir où j'en étais parce que j'avais pioché et je crois que j'avais 6 voilà, j'avais 6 compétences qui étaient valables. Et j'avais une carte sur laquelle je m'étais rappelé que j'avais ça qui me permettait de dire si jamais j'ai 6 tokens de compétences, bah, je gagne plus 1, donc plus 1 de la carte, plus 1 d'ici. Ça faisait 2, puis du coup j'ai commencé à calculer. Et je me suis rendu compte que avec ces deux cartes-là, je gagnais 3 et 3 d'influence à chaque fois. Et je suis arrivé à 11. Et 11 influences, j'ai gagné la partie, ça se termine. Voilà, donc je vivais des aventures. J'étais avec mon personnage, je me baladais, j'explorais. J'étais curieux de savoir, de découvrir d'autres choses sur les abris, par exemple. Je suis arrivé à 11 d'influence, donc fin de la partie. Et ça fait un peu clap de fin qui ne plaît pas. Parce qu'on n'aimerait pas que ça se termine comme ça. On aimerait que ça se termine sur une conclusion par rapport aux deux factions qui sont ici. Je sais pas, j'avais fait peut-être avancer une faction très loin, donc ça aurait été bien qu'il y ait une sorte de texte, même seulement un texte comme ça se fait sur certains jeux, en fonction des points qu'on a générés, et de l'avancée ici. On a une sorte de texte d'ambiance qui nous dit, voilà ce qui s'est passé à la fin, le gros mystère qui a été révélé, faites le scénario suivant. Et ici, rien de tout ça. On arrive à 11, là c'est en solo, c'est 11 d'influence. Hop, clap de fin, range la boîte. Tu t'es amusé, c'est bien, sinon tant pis. Donc c'était un très beau voyage dans le Westland, mais je trouve que la fin est tombée voilà. Comme ça d'un coup, ça y est, j'ai fini. Alors j'en ferai sûrement d'autres parties parce que j'ai envie de voir d'autres cartes, mais voilà, ça laisse un goût de pas fini. Mais pourquoi ça tombe à 11? Alors je comprends dans un esprit compétitif. C'est déjà bien d'avoir un petit jeu d'aventure avec une compétition faisable et qui s'explique pour avoir plus d'influence, pour gagner d'influence parce qu'on veut survivre. Mais c'est bizarre d'avoir un jeu qui est tellement porté sur les histoires, sur les rencontres, sur un peu de combat, donc sur un thème, quoi, et de le faire se terminer complètement au nombre de points. Et qu'il y ait un nombre de points pour commencer à déclencher la fin du jeu, je le conçois complètement, il faut bien s'arrêter un moment. Mais qu'au niveau même de l'histoire, ça s'arrête. Enfin, c'est comme si
C'est comme si à chaque case, j'avais pris une blague carambar, et puis voilà, ça se termine, il n'y en a plus, quoi. C'est dommage. C'est dommage. Ça donne envie d'explorer plus. Tout le long du trajet, ça nous donne envie d'en voir plus et de faire plus de choses, d'avoir plus de compétences pour avoir moins peur des ennemis, essayer d'aller chercher, d'aller tester un peu nos limites. Et ça se coupe. Ça se coupe trop brutalement à mon goût, pour pas dégoûter les gens. Alors en multijoueur, ça doit être pareil. En multijoueur, on va avoir des scénarios, puis on en voit peut-être encore plus. Et hop, ça met fin à la partie. On était tous dans un trip et ça met fin rapidement à la partie. Donc c'est le bémol que je vais mettre sur le jeu, c'est ça, c'est cette fin abrupte des 11 points. Et pas tellement les points, c'est qu'ils n'aient rien prévu derrière pour dire, bah voilà, vous en êtes arrivé là, sur ce scénario-là, avec tant de points. Je sais pas, en ayant peut-être dit, il a fallu peut-être faire noter les différentes rencontres et dire ce qui s'était passé, faire une sorte de conclusion au voyage du personnage. Ça aurait pu être sympa. Je sais pas si c'est faisable, je sais pas si c'est facile, mais ça aurait vraiment rendu le jeu, ça l'aurait fait terminer de façon sympa, pour qu'on puisse s'en rappeler ensuite. Je sais pas si en faisant une fin de partie comme ça, on va pas se rappeler plus de la fin abrupte en disant « Oh bah tiens, il a fait ça, pop, hop, c'est terminé », que de ce qui s'est passé avant, que des histoires. Parce qu'on n'aura pas eu de conclusion. Donc voilà le ressenti que j'ai sur le jeu. Je voulais le faire ce soir, alors que j'ai autre chose à faire normalement, mais je me dis que je venais de terminer la partie, ça s'est terminé comme ça et ça m'a fait cet effet-là. Donc voilà, le jeu est en anglais, il sort en français, il y a pas mal de gens qui l'attendent. Pour moi, j'aime bien le jeu, hein. Je kiffe bien de jouer à ce jeu-là. C'est seulement la fin qui est un peu trop rapide. Et en multijoueur, de ce que j'ai entendu, les conditions de victoire, le fait que la victoire se joue sur les cartes qu'on va récupérer. Et qu'on ne peut pas vraiment les choisir, c'est-à-dire qu'on va tirer au hasard une carte, c'est ces cartes-là. Parfois, en fin de quête, on va en tirer une. Et en fait, notre façon de jouer va dépendre de ça. Si vous tirez une carte qui va vous faire des points parce que vous avantagez une faction, bah, vous allez vous dire, si vous avez ça en début de partie, vous allez dire, bon, bah, je vais aider cette faction-là. Donc les choix sur les cartes scénario, voilà, par exemple sur celle-là, qui vous dit que si vous faites ça, bah, celle-là, vous avancez de 2 niveaux, donc de 2 niveaux d'influence la faction en question. Donc ça va vous augmenter forcément vos nombres de points, par exemple. Mais que la deuxième carte que vous tirez, c'est la faction d'à côté. Donc là, vous ne savez plus trop sur quel pied danser. Et puis après, si vous avez d'autres cartes qui n'ont pas de rapport, bon, bah, vous dites, bah, tant pis, je vais faire un peu au hasard. Il n'y a pas grand-chose qui va orienter votre jeu au début pour dire, bah, je vais prendre cette direction-là, et si je m'y tiens, je vais gagner. Ça va dépendre des cartes, et ça va dépendre de ce qu'ont pioché les autres. Ce qui fait que la condition de victoire, elle n'est pas forcément... ou la victoire en elle-même, elle n'est pas le résultat d'une stratégie sur les cartes que vous avez prises, ni sur les choix que vous avez faits. Elle est le résultat d'un concours de circonstances sur les cartes que vous avez piochées et sur ce que vous avez pu faire au niveau des quêtes. Donc dans un jeu compétitif, ça peut être frustrant aussi. De ne pas se dire, bah tiens, j'ai décidé d'aider une faction dès le début, j'ai pris des risques pour le faire, et ça va payer. Non, pas forcément. Donc en multijoueur, ça peut poser aussi un problème à ce niveau-là, au niveau de la compétition. Le voyage sera aussi plaisant, même si j'ai un peu peur qu'on soit chacun dans son coin à faire son aventure au même endroit. Donc ça peut être plaisant de voir les autres vivre leurs aventures. Mais voilà. On a comme l'impression d'avoir une partie de jeu, en fait, qu'il y a peut-être un manque de réflexion par rapport à ces petits points-là. Mais sinon, le jeu est très, très bon. Le matériel est très bien. Le système de jeu avec les cartes là, qu'on rajoute dans le deck de rencontre, je le trouve vraiment bien pensé. Il y a que cette chute brutale de l'histoire et cette façon de gagner la partie quand on est en multijoueur, du coup, qui me paraissent un peu enfin, les points faibles du jeu. Donc j'espère que pour ceux qui l'attendaient, je vous ai pas dégoûté, au contraire. Franchement, j'ai bien aimé jusqu'à la fin. Jusqu'à cette fin, jusqu'à la fin, j'ai bien aimé. Et après, quand c'était terminé, je dis mais non, je voulais encore jouer dans cet univers-là. Donc ça donne envie d'en faire d'autres parties pour voir d'autres histoires.
à voir si ça se renouvelle correctement, mais voilà, donc j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. N'hésitez pas à faire des commentaires sur plein de choses, hein, sur la qualité de la vidéo, sur la qualité ou pas de ma voix. Et sur ce, je vous souhaite de bons jeux, de bonnes vacances, parce que je vais partir en vacances. Et à une prochaine. Ciao!